Il y a beaucoup de dossiers sur le bureau d'Elisabeth Borne. Évidemment, l'économie, la crise économique, on l'a évoqué. Il y a aussi la guerre en Ukraine qui se poursuit pour le 82e jour consécutif avec son lot de morts et de bombardements. Il y a aussi cette colère froide de Vladimir Poutine en apprenant la décision officielle de la Finlande et la Suède de demander leur adhésion à l'OTAN. Il a réagi aujourd'hui, le président russe, en disant « ce n'est pas une menace, mais Moscou réagira ». Il dit « le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces deux pays, c'est-à-dire la Finlande et la Suède, entraînera bien sûr une réponse ». Qu'est-ce que ça veut dire, François-Bernard Huyghe? Ça veut dire qu'une des raisons de l'intervention en Ukraine était d'empêcher que l'Ukraine entrât dans l'OTAN et qu'il y eut des bases militaires otanesques ou américaines sur le territoire ukrainien. Si le même problème risque de s'opposer avec la Finlande qui a 1300 km de frontière avec la Russie, qui est suivie immédiatement par la Suède, et tout ça à un rythme accéléré, on comprend que la rhétorique de Poutine, qui est basée sur l'encerclement de la Russie par un Occident impérialiste, que Lavrov a traité d'hystérique, russophobe, etc., je trouve même sa réaction est plutôt modérée. Oui, je la trouve plutôt modérée. C'est pas vraiment une menace, mais si vous commencez à mettre des bases militaires et à pointer des missiles vers nous, ça sera autre chose. Je vois mal comment il pouvait dire moins et sortir le champagne. Oui, absolument. Maître Gonadel et après Gilles Maintré. En même temps, si sa rhétorique aurait pu être plus menaçante, moi je suis pas russophobe, mais on a du mal à le suivre dans son étrange logique, parce que ce qui a provoqué la décision finlandaise et la décision suédoise, ils étaient à des années-lumière. Les Suédois aient pris de neutralité de vouloir rentrer dans l'OTAN, c'est que la Russie se décide à envahir un pays qui n'était pas dans l'OTAN. Effectivement, si l'Ukraine avait pris la décision de demander son entrée dans l'OTAN, elle ne l'avait pas fait. Ça serait plus soutenable. Mais très sincèrement là, il a malheureusement ce qu'il mérite. Gilles Maintré, sur cette adhésion... Il a fait remonter le râteau dans son... Sur cette adhésion de la Finlande et la Suède à l'OTAN, qui va être une affaire peut-être de mois, j'imagine, la réaction de Vladimir Poutine aurait pu être plus importante? Oui, on sent que les Russes sont comme ça, une forme de désescalade, paradoxalement, depuis quelque temps. Vous vous souvenez quand il y avait aussi les révélations sur les renseignements américains qui avaient contribué à des assassinats de généraux. Là aussi, on aurait pu imaginer qu'on allait monter jusqu'à la co-belligérance. Pas du tout. Ils avaient dit, mais non, ça n'a pas vraiment empêché nos progressions. On les sent effectivement fébriles. Ici, quand même, quand on pense que la Suède, qui à l'époque s'était opposée au déploiement des Pershing américains dans les années 80 en Europe. Quand on pense que la Finlande, qui a donné le nom finlandisation, aujourd'hui sont dans l'OTAN, c'est évidemment un échec stratégique majeur pour Vladimir Poutine. Ceci dit, ça met pression maintenant sur l'Union européenne, parce que l'Ukraine, à qui précisément on ne donne pas cette perspective d'adhésion à l'OTAN, et que Zelensky lui-même a écarté en début de conflit, et il n'est pas revenu dessus. Puisqu'il apparaît très clairement que dans ce conflit, la véritable solution, c'est l'OTAN, que tout le monde veut y entrer, qu'est-ce qu'on va proposer à l'Ukraine? Et quelles sont les garanties de sécurité qu'il va pouvoir être capable de lui donner? Et ça redonne la question de la perspective européenne, qui est la seule pour l'Ukraine aujourd'hui. Avec, ce mot très important qu'a dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui est que la Russie pourrait être vaincue en Ukraine. Vaincre, victoire, ça n'est pas un mot à prononcer à la légère. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les troupes russes seraient évacuées de tout le territoire ukrainien, y compris le Donbass, et pourquoi pas la Crimée? Moi, ça ne me paraît pas une perspective très réaliste. Mais à partir du moment où on commence à employer ce vocabulaire de la victoire, c'est-à-dire le fait que la volonté politique de l'autre cède et que ses forces militaires cèdent, là, on rentre dans une sacrée escalade. Presque à tes mots, un mot encore sur la Finlande et la Suède. On imagine que Emmanuel Macron a dit qu'il soutenait de façon très très pleinement, et les mots utilisés,
ces deux demandes d'adhésion de ces deux pays scandinaves. Oui, tout à fait, comme on soutient pleinement, effectivement, le peuple ukrainien dans l'invasion par l'attaque de la Russie. Donc moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'effectivement, on est dans une situation à laquelle ne s'attendait vraisemblablement pas Vladimir Poutine. Il s'attendait à vaincre très rapidement l'Ukraine, et il s'attendait à couper le souffle de l'Europe et affaiblir l'OTAN. Et finalement, plus de 80 jours après, on s'aperçoit de quoi ? Que l'Ukraine résiste, elle tient, qu'il y a une ferveur populaire au regard de la résistance du peuple ukrainien. On se rend compte qu'effectivement, l'ensemble des pays frontaliers veulent maintenant se protéger, ce qui n'était pas le cas. Ils veulent renforcer, en reprenant les mots, je pense, c'était soit de la Suède, qui veulent renforcer leur présence militaire, leur force militaire. Et puis on voit aussi que l'Europe va de plus en plus rapidement, notamment avec Emmanuel Macron, sur le sujet de l'Europe de la défense. Cette Europe de la défense sera bien évidemment souveraine et complémentaire à l'OTAN. Alors, juste avant de reparler de l'Europe de la défense, qui est un serpent de mer qu'on a très souvent évoqué, les sanctions économiques. On a appris aujourd'hui que Renault, le constructeur automobile français, avait cédé donc la propriété de ses usines à l'État russe. Ça va coûter la bagatelle de plus de 2 milliards d'euros aux constructeurs français. C'est le résultat, évidemment, de cette politique des sanctions économiques. C'est le revers de la médaille pour nous, Gilles Maintré. Bien sûr, quand on dit que l'Union européenne est sous pression, elle est sous pression stratégiquement par rapport à sa position et par rapport à ce qu'elle annonce à l'Ukraine, et elle est sous pression économiquement, puisque vu l'effort que font les Américains en aide militaire, en soutien, nous, les Européens, sommes obligés de suivre en matière de sanctions économiques. Or, on voit bien que sur les hydrocarbures, c'est très difficile. On a réussi à s'accorder sur le charbon, c'est minime. On n'arrive pas à s'accorder, comme vous le savez en ce moment, sur le pétrole. La Hongrie, mais derrière la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, ne voient pas comment se réapprovisionner. Ils sont enclavés. Et sans parler du gaz, vous savez qu'en ce moment, là, à la fin du mois, il va y avoir à se poser la question de est-ce qu'on achète notre gaz en roubles ou pas. Et la Commission européenne est bien en mal de donner une réponse par rapport au mécanisme qu'a proposé Vladimir Poutine, où on paye en euros à Gazprom Bank et ensuite on convertit en roubles. Est-ce que c'est compatible ou pas avec les sanctions ? C'est extraordinairement compliqué. Et donc, il reste les autres sanctions, c'est-à-dire les groupes privés, et ça coûte évidemment très cher pour certains groupes privés. Vous savez, quand la Société Générale a dû vendre sa filiale, évidemment, elle l'a vendu avec un énorme rabais. C'est pareil pour Renault. Ça va avoir un coût important. Et on voit aussi, Monsieur Huyghe, que McDonald's a décidé de quitter définitivement la Russie. Symbole, la Russie privée de McDonald's. Mais je ne sais pas comment il faut appeler ça, la saisie, la nationalisation de Renault, c'est quelque chose qui existe dans le droit international quand il y a un conflit qui s'appelle le droit d'aubaine ou quelque chose comme ça, qui permet de saisir dans ces cas-là. Oui, il me semble que on a un tout petit peu ouvert la boîte de Pandore des sanctions économiques, dont on mesure très 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 mal la complexité. Moi, en tout cas, je la mesure absolument pas, puisque ça va être un jeu de billard où la question des roubles, des saisies, des pertes privées de matières premières ou d'engrais, ayant un impact sur les récoltes, ayant un impact etc., va déclencher un mécanisme très compliqué. Ça ne se fait pas en un jour, cette affaire. Vladimir Poutine, dans le discours qu'il a prononcé aujourd'hui, dénoncé donc le fait que la Finlande et la Suède veuillent adhérer à l'OTAN. Il a surtout continué à parler de l'Ukraine comme un pays nazi. Il l'a répété à plusieurs reprises. Il dit qu'il y a une explosion aussi de la russophobie en Occident. Il élargit vraiment le conflit. Oui, ce thème de la dénazification est un petit peu difficile à comprendre pour les Occidentaux, mais effectivement, il y a cette idée que, basée sur le fait que les gens du bataillon Azov se baladent avec des runes de régiment SS et ce genre de choses, il y a quand même cette idée que l'histoire se répète, qu'on est à nouveau menacé par la Grande Guerre patriotique, et que, au fond, ce terme de nazi va englober toutes les forces impérialistes ou autres, et il est utilisé avec, avec générosité dans la rhétorique de Lavrov et de Poutine. Et il y a des textes doctrinaux
dans les siècles que j'avais vu, qui était assez hallucinant, où ils expliquaient tout ce mal que leur faisait l'Occident par sa complaisance à l'égard du nazisme et son impérialisme. Donc on ne pense pas vraiment de la même façon. Oui, la dénazification, ça va un peu plus loin que le régiment Azov. Le régiment Azov, c'est symbolique de ce qui se passe en ce moment à Azovstal. Mais il y a l'idée derrière que, voilà, on relit l'histoire de l'Ukraine, que l'Ukraine a elle-même relu au début des années 2000. Vous savez, c'est la fameuse figure de Stepan Bandera, le héros nationaliste ukrainien, qui ensuite avait des sympathies avec les nazis. Plus que sympathies, parce qu'il avait été absolument mis en place, protégé par les nazis. On se souvient que Yushchenko en avait fait un héros national, et que la première chose que Yanukovych, qui était pro-russe, qui avait succédé à Yushchenko après Maïdan, avait fait, c'était justement de lui retirer son statut de héros national. Donc quelque chose qui se crispe et qui renvoie à une lecture de l'histoire. Histoire qui est bien sûr glorieuse pour la Russie, c'est la grande victoire patriotique qu'on veut retrouver. Et derrière quand on dit la russophobie, c'est qu'il y a une lecture de plus en plus, qui était le cas de plusieurs idéologues, ce qu'on appelle les idéologues du Kremlin, qui est de dire, vraiment, nous n'avons plus les mêmes valeurs que l'Occident. Nous n'avons plus les mêmes valeurs. La démocratie libérale ne nous convient pas là, dans ses applications sociétales. L'islamisation de la société occidentale, Poutine. La perte de la déchristianisation des sociétés occidentales, tout ça sont des choses qui sont combattues quotidiennement, qui font partie de la rhétorique qu'on entend tous les jours dans les médias russes. Le patriarche parle d'une guerre métaphysique. On est vraiment... Maître Golnadel, un dernier mot là-dessus. Non, j'aimerais qu'on sorte du manichéisme invraisemblable de cette guerre, que le mot de nazification, que l'esprit de nazification employé par les Russes soit stupide et relève de la propagande, c'est une évidence. Mais tout le monde nazifie tout le monde. Depuis CRS-SS, le nazi, c'est la figure même du mal. Je ne vois pas pourquoi les Russes n'auraient pas le droit eux-mêmes à être stupides. Ceci posé, ça a été très bien dit par mon voisin, l'Ukraine est loin d'être indemne. Quand j'ai entendu Monsieur Zelensky faire la leçon à la Knesset en disant qu'Israël devait absolument soutenir l'Ukraine sous prétexte que les Ukrainiens avaient été des justes pendant la guerre, c'est le comble des combles quand on sait le rôle des Ukrainiens ou de beaucoup d'Ukrainiens pendant la guerre. On a parlé de Bandera, on a parlé du commandant Azov. C'est incroyable que la presse française décide maintenant de dénazifier Azov, alors qu'il recherche encore les origines nazies du Front National. Enfin, je veux dire, sortir de ce manichéisme qui fait que l'Ukraine doit forcément être championne victorieuse à l'Eurovision. Il y a quelque chose qui me paraît complètement fou. Et la russophobie, elle existe. Je peux vous dire en tant qu'avocat qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on saisisse en France des comptes de Russes qui ne sont pas des oligarques, mais qui ont le malheur d'être Russes. Il y a quand même... Dieu sait si je suis pro-ukrainien et que Poutine est indéfendable, mais quand même, il y a une véritable russophobie, oui, effectivement. Un dernier mot, monsieur Huyghe. Fedorovski, qui vient de temps en temps sur le plateau, qui est russo-ukrainien, témoignait lui-même de l'indignation qui avait saisi les Russes quand ils ont vu qu'on commençait à vider les livres de Dostoïevski ou à faire ce genre de choses d'une stupidité abominable. Personne n'a le monopole de la stupidité et de la réduction ad Hitlerum. On est d'accord. Un tout petit mot de la situation militaire, Gilles Maintré. Les combats se concentrent évidemment dans le Donbass. Il y a la possibilité, on l'apprenait, d'une trêve qui permettrait de sortir les blessés ukrainiens de l'usine Azovstal. On ne sait pas si cette trêve va tenir le temps d'évacuer ces blessés. Oui, c'est deux... Rapidement. Oui, pardon, c'est deux points complètement différents. L'essentiel de la guerre aujourd'hui est dans le Donbass, on l'a bien compris. Les Russes ont été forcés d'abandonner la position près de Kharkiv, donc c'est pas un repli stratégique. Là, ils ont été poussés par les Ukrainiens. Maintenant, on arrive dans une guerre de position dans le Donbass. C'est la guerre qui dure depuis 2014, qui n'a jamais en fait cessé. On le redécouvre et qui est une guerre de tranchées, qui nous rappelle presque la Première Guerre mondiale, village après village. Une guerre très lourde, dans laquelle le fait que les Ukrainiens sont maintenant mieux armés leur redonne un avantage, mais de là à penser, comme les Ukrainiens qui vont gagner d'ici la fin de l'année,
c'est probablement une guerre beaucoup plus longue qui s'annonce. Et on a à l'image, et je la décrypte pour nos auditeurs d'Europe 1, la cour de l'hôtel de Matignon. Le tapis rouge a été installé, la garde nationale est en place. Le personnel de Matignon est dans la cour pour applaudir Jean Castex. D'ici quelques minutes, vous pourrez suivre cette passation de pouvoir à la fois sur CNews et sur Europe 1. On entendra le discours de Jean Castex. Il y aura la réponse d'Elisabeth Borne qui a été nommée Premier ministre en remplacement de Jean Castex. L'actualité, donc, c'est à suivre en direct sur nos deux antennes, à la fois CNews et sur Europe 1. CNews avec Christine Kelly. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour Punchline et le journal. On vivra tout cela en direct sur nos deux antennes. Bonne soirée à vous. Laurence Ferrari sur Europe 1.